suis professeur de droit de l'Union européenne à l'Université de Pavie en Italie. Auparavant, j'étais professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d'autres auparavant dans ma carrière. Avant de faire du droit communautaire, j'ai fait déjà pour ma thèse du droit administratif comparé. Mon directeur de thèse était René Chaput, qui n'était absolument pas comparatiste, mais René Chaput détestait diriger des thèses. Et quand je lui ai demandé de diriger ma thèse, il dit « Ah non, ça m'embête, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Il dit « Je voudrais faire un travail de droit comparé sur l'accès à la fonction publique. » Ah, bah, tiens, ça m'intéresse. Bon, ce que j'ai appris de René Chaput, c'est la rigueur dans l'analyse. René Chaput était un professeur extraordinaire, avec un humour extrêmement fort, c'est très peu connu de ceux qui ne l'ont pas fréquenté, et qui aurait été un excellent communautariste, encore plus que Boulouis, s'il avait voulu. Mais René Chaput était assez nationaliste. J'ai donc fait du droit comparé, du droit administratif comparé, d'abord la fonction publique, mais on ne peut pas s'occuper de fonction publique si on ne s'occupe pas de tout le reste. Et ça m'a amené, en tant que comparatiste, à travailler sur tous les pays de la communauté européenne de l'époque. Pour ma thèse, on était encore à 10. Pour la publication de la thèse, on était déjà à 12. Et de là un peu mes connaissances des systèmes administratifs et politiques. La question territoriale est venue parce que, après le concours d'agrégation, je suis parti à Pointe-à-Pitre. Ça m'a appris une chose très intéressante, c'est que j'ai découvert une réalité très particulière qui est l'insularité. J'ai découvert une certaine réalité locale à un moment où on était dans une phase de la décentralisation très importante parce que du fait de la libéralisation des capitaux, ça c'est le droit communautaire qui a eu un impact très fort, il a fallu passer à un tout autre système de contrôle des finances des collectivités locales. Et tout à coup, alors qu'on avait déjà abandonné la tutelle, on avait le marché qui était là pour le financement. Puis j'ai vu une autre chose, j'ai vu le droit de la communauté européenne, des communautés européennes, mais surtout de la communauté économique européenne, comme elle s'appelait encore à l'époque, par la lunette de l'outre-mer, qui est quelque chose, je n'en parlerai pas plus ici, qui est très très particulier, mais très intéressant parce que ça permet de focaliser. Et là, j'ouvre une parenthèse pour les chercheurs. L'important, surtout quand on fait une thèse de doctorat, mais aussi un article, c'est d'avoir un point de focalisation précis. Au risque qu'on vous dise « Ah oui, mais vous découpez les cheveux en 4 ». Mais approfondir un point en ayant une vue très générale, c'est une chose qui est extrêmement formatrice. C'est ce qui m'est arrivé avec le droit du marché commun, surtout, vu de l'outre-mer. C'est-à-dire, tout le droit du marché commun s'applique dans les départements d'outre-mer, maintenant des départements régions d'outre-mer, avec des petites variations. Et comprendre pourquoi, comment se relie la problématique, par exemple, des taxes d'effet équivalent, avec la problématique, pour ceux qui connaissent les départements régions d'outre-mer, de l'octroi de mer, c'est-à-dire la problématique du financement local, ça apprend des choses. Alors, ça m'a donc donné une spécialisation plus forte sur les questions territoriales. Un bon moyen de l'expliquer, c'est la pandémie Covid. En France, et je dois dire tant mieux, et là je pèse mes mots, on a un État unitaire. C'est-à-dire que vous avez le gouvernement qui est représenté par les préfets, puis vous avez les maires, et voilà ceux qui prennent des décisions en matière de lutte contre l'épidémie. Ça fait déjà beaucoup de monde, mais qu'on trouve que les mesures sont bonnes ou pas est une toute autre affaire. Mais au moins, vous avez une cohérence du système, sachant que les mesures elles-mêmes sont forcément incohérentes parce que ce virus est extrêmement incohérent. Prenons un État fédéral comme l'Allemagne. Il y a 6 mois, on disait « Ah, les Allemands, ils sont formidables, vous avez vu, ils ont moins de morts que nous. » Maintenant, ils en ont plus. Donc, laissons tomber ce genre d'appréciation. L'Allemagne a 16 Länder qui ont tous
un pouvoir législatif qui n'est pas la chose la plus importante. C'est très important en matière d'éducation, c'est important en matière de certaines petites taxes. Mais surtout, les Länder allemands, ce sont eux qui sont l'administration qui applique les lois fédérales. C'est exactement comme le système européen. Le droit européen est appliqué par les États membres, le droit fédéral allemand est appliqué par les Länder. Avec en plus une chose, c'est que la police, c'est une compétence des Länder. Heureusement que les Allemands sont sérieux d'un côté, et surtout heureusement qu'ils ont une longue expérience du fédéralisme, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de réunir les chefs de gouvernement, les ministres de l'Intérieur des Länder, etc., très régulièrement, et ils ont réussi à éviter une trop grande cacophonie entre les Länder. Il faut connaître le système pour voir qu'il y a eu de la cacophonie. On l'a vu notamment sur la frontière franco-allemande, avec des différences selon les Länder. Mais bon, les Allemands étaient déjà préparés, bien organisés. Prenons l'Espagne. L'Espagne a des communautés autonomes qui ont une volonté très forte, selon les unes ou les autres, commencer évidemment par la Catalogne, d'être quasiment soit un État souverain, soit au moins un État membre d'une fédération. L'Espagne a des difficultés énormes à avoir une réponse cohérente en termes de pandémie, non seulement comme nous, parce que les mesures sont incohérentes, mais aussi parce que du point de vue territorial, il y a des différences d'application considérables et des surenchères. Le pire, c'est dans le pays où j'habite maintenant, qui est l'Italie. Les régions italiennes ont très peu de compétences importantes. Elles ont des compétences dans certains domaines. La compétence la plus importante, c'est en matière sanitaire. Elles sont compétentes pour l'organisation de la santé. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, et on a été les premiers atteints par l'épidémie, on a vu du jour au lendemain, non seulement le gouvernement qui adoptait des décrets d'urgence sur la base de la loi sur la sécurité civile, mais on a vu des présidents de région qui adoptaient des ordonnances contradictoires. On ne disait pas la même chose que le gouvernement central, on ne dit pas la même chose en Lombardie, en Piémont. Pourquoi? Parce qu'ils ont étendu la compétence en matière sanitaire à toutes les mesures qui ont un impact sur la santé. C'est un problème qu'on connaît un peu en France. Il y a même une décision du Conseil constitutionnel que peu connaissent, que j'ai découvert, parce que la Nouvelle-Calédonie a une compétence en matière de santé. Et le Conseil constitutionnel a répondu, oui, c'est vrai, la Nouvelle-Calédonie a une compétence en matière de santé, mais quand il s'agit de liberté publique et de police, c'est l'État. Et en Italie, on n'a pas encore résolu ce problème. Donc, ça donne une idée de ce que peuvent être les risques d'une décentralisation mal pensée. Et vice-versa, se dire que finalement, on critique beaucoup l'État unitaire, on a un État très centralisé en France sur certains points, beaucoup moins qu'on ne le croit sur d'autres, je vais y revenir dans un instant, mais il faut penser de manière fonctionnelle. Il faut faire comme les grands du droit administratif, Duguy, le Conseil d'État, la Cour de justice des communautés européennes, la Cour de justice de l'Union, penser en termes fonctionnels, pas organiques. Quand il s'agit de l'urgence, le système centralisé a du bon. Quand il s'agit d'autre chose, il faut passer là. Alors, on a cette première question de centraliser, décentraliser, et c'est beaucoup plus complexe que ça n'en a l'air, j'espère que je l'ai montré, y compris sur la question justement de la décentralisation. En Europe, il y a, comme vous le savez, un comité des régions, qui est en réalité un comité des régions et des collectivités locales, pour la simple raison qu'il n'y a pas de région dans un pays comme... dans la plupart des pays d'Europe, il n'y a pas de région. Il y a le niveau départemental et le niveau de l'État et le niveau communal. Bon. On dit souvent la France a des régions faibles. C'est vrai si on pense que la force d'une région, c'est d'avoir le pouvoir législatif. L'Allemagne, qui a les régions sans aucun doute les plus fortes d'Europe, a des régions, les Länder, qui ont très peu de pouvoir législatif, parce qu'ils ont peu de compétences où ils ont le pouvoir législatif. La plupart du temps, c'est une législation des Länder. C'est un peu plus compliqué, mais si on résume, c'est ça.
Alors, quelle est la force des Länder allemands? C'est qu'ils ont une grosse administration qui exécute les lois fédérales. La- les lois de l'État, elles sont exécutées à la fois par les collectivités locales, mais surtout par les services déconcentrés de l'État en France. Donc, on a des systèmes qui sont beaucoup plus compliqués qu'on ne le croit quand on rentre dans les détails, et surtout qui montrent que la question centralisation-décentralisation risque d'être une fausse question si on n'y pense pas en matière fonctionnelle, en matière de compétences, en matière de moyens d'action. L'impact de l'Union européenne est un peu partout le même. C'est-à-dire que par nécessité, le fait de participer à l'intégration européenne conduit à une certaine centralisation au niveau des États membres. Pourquoi? Le Conseil. Le Conseil, même quand il y a un représentant d'un Land qui siège au Conseil des ministres de l'Éducation, qui de temps en temps se réunit, bah, il le fait au nom de tous les Länder, pas au nom de son propre Land. Donc, l'Union européenne a eu un effet centralisateur sur les États décentralisés. Vice-versa, et ça on le connaît bien en France, il y a une concomitance dans le temps, mais il n'y a pas de causalité entre la décentralisation française, et je dis bien il n'y a pas de causalité, et la plus forte intégration. La preuve, ce que je viens de dire, c'est que s'il y a une causalité, c'est dans le sens inverse. Or, nous, on a un peu tendance en France, maintenant c'est un peu passé, mais pendant longtemps à dire ah, l'État diminue à cause d'un côté de l'intégration européenne, de l'autre de la décentralisation. Après quoi, on se retrouve en pleine pandémie et qu'est-ce qu'il y a? L'État, l'État, l'État. Et ça vaut mieux. C'est suffisamment compliqué comme ça. Si en plus il fallait mettre, rendez-vous compte, mettre les présidents de région, les présidents de départements, les 36 000 maires, etc. Déjà, on a vu un peu avec les communes, c'est quelque chose de très difficile. Donc, pour résumer, on a un système qui est assez différencié. Il n'y a pas de modèle. Il y a des changements un peu partout. Centralisation pour participer au conseil. Décentralisation qui vient et qui va selon les moments. C'est un droit passionnant parce que c'est du droit ultra français, mais très particulier, qui se différencie de plus en plus. Et il y a beaucoup, beaucoup d'activités. C'est extrêmement intéressant. Et j'invite tous ceux qui ne s'intéressent pas à l'outre-mer à s'y intéresser parce que ça donne des idées, par exemple, sur le caractère centralisé de la France. La France, par certains aspects, quand on va outre-mer, est beaucoup plus décentralisée que la plupart des États européens. Et l'autre aspect, puisque quand même je suis professeur de droit européen, c'est qu'il y a un droit européen de l'outre-mer qui est très intéressant, avec deux catégories, ce qu'on appelle les régions ultrapériphériques, qui sont pleinement intégrées dans le marché intérieur. Donc les régions ultrapériphériques, qu'est-ce que c'est? Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte et Saint-Martin. Et puis, il y a ce qu'on appelle les pays et territoires d'outre-mer, les ex-TOM français. Pour la France, c'est la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, Wallis et Futuna, et j'allais les oublier, Saint-Pierre-et-Miquelon, quand même 7000 habitants, c'est important, surtout là où ils sont. Et cette dichotomie qu'on a en France depuis la Constitution de 1946, mais qui est préalable en réalité, qui existait en France depuis le XVIIIe siècle, entre ce qu'on appelait les vieilles colonies plutôt assimilées et les nouvelles, les colonies du 19e siècle. Cette dichotomie, elle a été reprise en droit européen. C'est la France qui l'a demandé parce que c'était elle que ça intéressait le plus à l'époque. Et c'est très intéressant parce que les régions ultrapériphériques sont dans le marché intérieur avec des petites variations, je dirais, alors que les pays et territoires d'outre-mer sont associés au marché intérieur, mais elles n'en font pas partie. Donc, des questions complexes juridiques sur tout ce qui n'est pas purement union douanière et marché intérieur, toutes les politiques connexes. Ça, c'est une chose intéressante. Et puis, le fait qu'il
évidemment, en termes de espace de liberté, sécurité, justice, l'outre-mer français n'est pas dans Schengen. Et alors, de toutes les façons, il faut prendre un avion ou un bateau. De toutes les façons, pour des raisons de police, il faut bien présenter un document. Donc, le fait que ça soit pendant Schengen, ça ne serait pas important. Mais c'est important si on connaît la géographie, parce que vous avez d'un côté Mayotte, qui est un cas extrêmement particulier, où on arrive en bateau en quelques heures des Comores, mais surtout, vous avez les Antilles et la Guyane, où à la Guyane, on peut arriver à pied, les Antilles en bateau, des pays environnements, et donc la question de l'accès aux frontières externes n'est pas du tout le même. Ce n'est pas les mêmes problèmes qu'en Europe, ce n'est pas les mêmes problèmes de visa, etc. Donc, j'en dirai pas plus, mais pour dire que c'est un droit passionnant, parce que, comme je disais tout à l'heure, on peut focaliser, on sait quelles sont les unités géographiques concernées, mais tous les problèmes sont à revoir dans cette perspective.